Petit surveillant dans un lycée privé de la capitale, je me retrouvais un jour au chômage. Restriction de personnel à cause de la gestion désastreuse de l'établissement. Viré, dégagé, boum, en pleine tête. Pendant des années, j'avais vécu sous l'autorité du directeur. Chaque jour, sauf le dimanche, j'exécutais ses ordres. Accueille les visiteurs, Samon. Donne-leur les renseignements nécessaires. Réponds au téléphone. Encaisse l'argent des élèves. Signe les reçus. Traque les mauvais payeurs. Fais les comptes de la semaine. Retrouve-moi cet intermédiaire. Appelle-moi ce facilitateur d'affaires. Fais ci, fais ça. Fais comme ci, fais comme ça. Je n'arrêtais pas. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Le vide. Je restais des journées entières sur mon balcon, assis sur une vieille chaise pliante rongée par les intempéries, les jambes pendantes, les bras croisés, les yeux dans le vague. Je voudrais préciser une chose. Quand je dis plus rien, je ne veux pas dire plus de travail, mais plus d'ordre. La différence est peut-être mince pour vous, pour moi, elle est fondamentale. Mais laissez-moi vous conter la chose en détail. Pendant plus d'un mois, je courus la ville en tous sens, d'est en ouest, d'ouest en est, à la recherche d'un emploi. Plus d'un mois à traîner dans les rues, comme un chien galeux, la tête en vrac, sans rencontrer le moindre succès. Et puis, un matin, caché sous mes couvertures, la rage au cœur, l'âme à la fosse, essayant de me duper moi-même pour prolonger mon sommeil le plus tard possible, je dors encore, je suis en train de dormir, je suis en train de rêver que je dors encore. J'entendis la voix tonitruante de ma femme. « Tu vas te planquer encore longtemps, Samon. Tu as vu l'heure, dis? Tu n'as pas honte, grosse feignasse. Allez, mon petit monsieur, remets tes fesses. Va vider mon pot de chambre et cours m'acheter une soupe de vermicelle. » Les paroles de ma femme n'étaient guère charitables à mon égard, n'est-ce pas? Ni très passionnantes pour vous, j'imagine. Mais pour moi, voyez-vous, elles étaient douces et fraîches, comme de la glace au sucre blanc. Et leur effet fut immédiat. Ma cervelle fit plusieurs tours sur elle-même comme un avion enchaînant les loopings. « Allez, Samon, bouge ta graisse, mon petit père. Va vider le pot de chambre et ramène quelque chose à bouffer. » C'étaient des ordres. Des ordres bien précis, bien tranchants, comme ceux que je recevais au travail. Toute la mécanique de mon corps se mit en branle. Un tremblement courut de mes orteils à mon bulbe rachidien. Je redressai la tête comme un lézard. Je rejetai brusquement la couverture sur le côté. Je posai mes pieds sur le sol, nouai un sarong autour de ma taille et m'accroupis sous le lit pour attraper le pot de chambre. Bref, j'obéissais à l'ordre qui m'était donné. Et tout en obéissant, je me disais qu'avec un peu d'application, je pouvais, à partir d'un seul ordre, aussi absurde soit-il, générer toute une série d'ordres secondaires. Vider le pot de chambre, par exemple. Je pouvais décomposer cette action en plusieurs actions successives. 1. Soulever délicatement le pot de chambre. 2. Vérifier le niveau d'urine pour éviter d'en renverser partout sur le chemin comme un goret épileptique. 3. Humer le breuvage pour évaluer ses propriétés et donc savoir comment il faudra laver le pot ensuite, s'il faudra le savonner 1 ou 2 fois. 4. Mettre ses tongs. 5. Descendre l'escalier et vider le pot de chambre au pied du manguier, en face de chez nous, ou dans la cuvette des WC. Ce qui n'est pas la même chose, vu que les WC se trouvent loin derrière la maison, à côté de la haie des cassias à tête blanche. 6. Laver le pot de chambre. 7. Le remettre délicatement à sa place initiale sous le lit. Comme vous le voyez, il me fallait réaliser bon nombre de gestes compliqués. Gestes que j'aurais été incapable d'accomplir si je n'avais pas reçu l'ordre initial de ma femme. Il y avait une chaîne, un engrenage de commandement. L'ordre numéro 1 entraînait l'ordre numéro 2, l'ordre numéro 2 entraînait l'ordre numéro 3, etc., etc. Après avoir lavé consciencieusement le pot de chambre et l'avoir remis à sa place sous le lit, je m'aperçus qu'il y avait de fines gouttelettes d'urine sur mon avant-bras. Le pot de chambre était plein à ras-bord.
L'urine, couleur de rouille, était couverte d'une mousse blanchâtre qui faisait penser à de l'écume de mer. J'avais dû en renverser sur moi par mégarde. Il allait maintenant falloir que je me frictionne pour éviter qu'une mauvaise odeur ne remonte aux narines de ma femme. Vous allez peut-être penser tout ce pataquès pour 2 petits ordres de rien du tout. Mais laissez-moi vous dire une chose, messieurs, dames. J'étais heureux. Vous m'entendez? Heureux. J'avais retrouvé un sens à mon existence. Après des jours et des jours de prostration maladive, je recommençais à vivre, à bouger. Depuis qu'on m'avait chassé du lycée, moi, petit employé corvéable à merci, depuis qu'on avait cessé de m'utiliser, je flottais dans un état d'irréalité pitoyable, comme un oiseau qui bat des ailes dans le vide. Grâce aux ordres de ma femme, j'avais repris des forces. Je m'étais remise en marche, je fonctionnais à nouveau normalement. J'étais un moteur qui repart après une bonne vidange. Ce matin-là, donc, après avoir vidé le pot de chambre, je fis rapidement ma toilette, me peignais, m'habillais, puis filais à vélo au marché olympique, juste à côté de chez nous. Un quart d'heure plus tard, je revenais avec des vermicelles tout chauds, tout bouillants. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, ma femme était secrétaire dans le privé. Elle se rendait à son bureau sans faute chaque matin. Le matin dont je vous parle, après avoir avalé le bol de vermicelle que je venais de lui acheter, elle m'envoya héler un cyclopousse, me remit 50 riels et me dressa une longue liste de choses à faire. Tiens, Samon, va nous acheter du poisson rat. Tu en prendras un dans les 15 riels, ça suffira. Tu le feras mijoter en ragoût caramélisé. Achète aussi 3 riels de sucre, 3 riels de glutamate, 2 riels de poivre, 2 riels de sauce de soja concentrée. Pour ce soir, tu prendras du bœuf, du collier. Prends également un morceau de filet bien tendre et prépare un samlam chukrasan. Débrouille-toi aussi pour me ramener quelques travers de porc. Tu les feras cuire au grill, j'adore ça. En rentrant du marché, nettoie la maison de fond en comble, brique le plancher, astique les tables, les armoires et les chaises. Ensuite, tu feras la vaisselle, tu récureras les assiettes, les marmites et les verres, que tout brille, que tout soit nickel. Puis, tu iras puiser de l'eau et tu rempliras 2-3 jarres sous la maison. Enfin, tu feras cuire le riz. Ah oui, je ne veux plus que Tantium travaille chez nous. C'est plus la peine maintenant. Bon, je pars au bureau, ça sera tout pour aujourd'hui. Elle grimpa dans le cyclopousse et disparut. Chasser Tantium pour que je la remplace, elle faisait ça pour me faire mal, c'est sûr. Pour me punir, parce que j'étais sans travail. Mais elle n'imaginait pas à quel point elle me faisait plaisir. Quelle belle journée en perspective. Je pris un panier et pédalai joyeusement jusqu'au marché. Quand je revins, je mis toutes les provisions dans le garde-manger, en prenant soin de bien refermer la porte à fin de treillage pour ne pas que les chats viennent chaparder. Puis, je nettoyais la maison de fond en comble, je lavais la vaisselle, je puisais de l'eau, je remplis les jarres et je fis la cuisine exactement comme ma femme me l'avait ordonné. Le lendemain, je recommençais avec la même extase. Je n'avais pas besoin d'accomplir de grandes choses. Les tâches ménagères suffisaient amplement à mon bonheur. J'aurais pu faire n'importe quoi pourvu qu'elle m'en donne l'ordre. Ainsi, ma femme devint peu à peu mon nouveau patron. Ses ordres devinrent de plus en plus secs, de plus en plus cinglants. Si, à une époque, elle m'avait donné du grand frère de sa voix la plus tendre, à présent, elle me donnait du chômeur ou du parasite à tout bout de champ. « Bouge ton cul, parasite, me disait-elle. Arrête de te tourner les pouces, je vais te tailler les oreilles en pointe, moi tu vas voir, petit monsieur, chômeur de luxe. Allez, grouille-toi, lave les assiettes, rends-toi utile. Balaie le plancher, fais la lessive, va au marché, fais la chambre et fais cuire le riz. Je vais t'apprendre à vivre, moi. » Ça ne lui suffisait pas de me commander. Il fallait en plus qu'elle m'insulte, qu'elle me menace. Mais je m'en foutais bien, moi. Ça faisait fonctionner la machine. Les ordres qu'elle me donnait le matin avant de partir au travail
Je les enregistrais dans ma tête, aussi nombreux soient-ils, et pendant la journée, je les exécutais l'un après l'autre à la perfection. Chaque ordre était un tour de clé, et chaque tour de clé remontait le mécanisme. Il m'arrivait parfois, quand mes journées surchargées me laissaient une fenêtre de liberté, de songer à ma situation. L'édifice de ma vie ne reposait que sur la présence de ma femme. Je compris qu'elle et elle seule avaient la capacité d'imprimer un mouvement à mon corps, à mes membres, à mes mains. Mon amour pour elle en fut redoublé. Je compris que je lui étais infiniment reconnaissant de vivre à mes côtés. Je compris que j'avais une confiance absolue en elle. Notre vie s'écoula ainsi, sans nuages, pendant presque une année, jusqu'à ce que des dysfonctionnements se fassent jour. La machine se grippait. L'édifice commençait à vaciller. Peut-être avait-elle fini par comprendre que ces ordres quotidiens, loin de m'importuner, m'aidaient au contraire à vivre. Peut-être avait-elle trouvé quelqu'un d'autre pour faire le travail à ma place. Un matin, elle partit au bureau sans me laisser la moindre consigne. Elle paraissait soucieuse. Elle s'habilla en vitesse, se fit rapidement du café, puis s'en alla en cyclopousse sans dire un mot. Je restais pétrifiée, les bras croisés, les jambes pendantes, les yeux perdus à l'horizon. J'étais comme un automate qu'on a oublié de remonter. Ce jour-là, elle rentra très tard. Et les jours suivants, ce fut pire. Elle découcha même à plusieurs reprises. Comme elle avait cessé de me donner des ordres, j'avais cessé toute activité dans la maison. Je ne faisais plus rien. Absolument plus rien. Je ne mangeais plus qu'en dernière extrémité, quand mon estomac criait famine et me donnait l'ordre impératif de manger. Je grattais alors une vieille croûte de riz que je trempais dans de la sauce de poisson. La maison était un vrai capharnaüm. Tout était sans dessus-dessous d'une saleté à faire peur. Tout s'était délabré à une vitesse impressionnante. La vaisselle encrassée, couleur de morve, dégageait une odeur infecte. Il y avait au moins 5 cm de déchets sur le plancher, des nids d'oiseaux, de la boue durcie, des vieux journaux. La poussière volait de partout, on n'y voyait presque plus rien. Ma femme avait l'air de trouver ça normal. Il était pourtant impossible qu'elle ne s'en soit pas aperçue. J'attendais. J'attendais qu'elle me donne l'ordre de ranger cet affreux bordel. Mais sans doute était-il déjà trop tard. Sans doute avait-elle renoncé devant l'ampleur du désastre. Puis arriva ce fameux dimanche matin. Quand j'ouvris les paupières, ma femme était en train de ranger ses affaires dans une grande valise au pied du lit. Elle n'arrêtait pas de faire des allers-retours jusqu'à l'armoire. Je ressentis une douleur cuisante. Cette douleur m'intimait un ordre auquel je ne voulais pas obéir. Je sentais ma langue palpiter dans ma bouche et mes lèvres avaient du mal à bouger. Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle eut un sursaut et me regarda, puis elle vint s'asseoir à côté de moi sur le lit. Je pars, Simone, me dit-elle. J'ai essayé de te faire comprendre la chose de différentes manières, mais tu n'as rien voulu savoir. Je vais donc mettre les points sur les i. Voilà, nous deux, c'est fini. J'ai quelqu'un d'autre. Il m'aime, et je suis folle de lui. Ça fait plus de 2 mois qu'on couche ensemble. J'ai pris ma décision aujourd'hui, elle est irrévocable, je vais refaire ma vie avec lui. Il est en bas dans sa voiture, il m'attend. Tu as été très serviable jusqu'ici, Simone. Et je voudrais que tu sois gentil une dernière fois et que tu m'aides à porter ma valise jusqu'à la voiture. C'est la dernière chose que je te demanderai. Virer. Dégager. Je crus que ma poitrine allait exploser. L'ordre que me criait ma douleur devenait impérieux.
Mais je ne peux pas vivre sans toi, Jasmine, lui dis-je. C'était la vérité, messieurs, dames. Comment espérer vivre si ma femme ne me donnait plus l'ordre de vivre? Moi, je peux très bien me passer de toi, Samon, répliqua-t-elle. Tu es un brave garçon, tu es dévoué comme pas un, je ne le nie pas, mais ce n'est pas suffisant, vois-tu. Dans un couple, il faut savoir se rendre indispensable. Et toi, je peux te remplacer, comme on remplace une machine à coudre, un stylo à billes, un oreiller. Ma souffrance était à son comble. Je balbutiais. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Ne fais pas l'enfant, allez. Habille-toi et tu descendras ma valise. J'étais écartelée. Pour la première fois, je recevais 2 ordres contradictoires. Ma douleur m'exhortait à retenir ma femme par tous les moyens, et ma femme m'ordonnait de descendre sa valise. À qui devais-je obéir? Je commençais à m'habiller sans parvenir à sortir de ce dilemme. Ma femme faisait les 100 pas dans la chambre. Quand elle eut enfin bouclé sa valise, elle se refit une beauté dans le miroir. Elle me tournait le dos. J'observais sa nuque, si belle, si soyeuse. Et brusquement, j'éclatai. Non, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Et je me précipitai comme un forcené sur elle, mes mains agrippant dans son cou furieusement. Elle gargouilla. Au secours, ça m'a mis au secours. Ces quelques mots suffirent à me ramener à la raison et je desserrai mon étreinte. Elle était toute tremblante. Elle se frotta le cou, se tourna vers moi et me lança un regard étrange où se lisaient à la fois la frayeur et la colère. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne supporte pas l'idée que tu m'abandonnes. J'avais perdu l'esprit. J'avais failli étrangler ma femme. Avec le recul, j'étais terrifiée. Je me mis à genoux et je l'implorais en joignant les mains. Ne pars pas, Jasmine. Aie pitié de moi. Sans toi, je meurs, je t'en supplie. Aie la bonté de me laisser vivre à tes côtés, près de ta petite culotte. Je t'en supplie. Si tu ne veux plus de moi comme mari, prends-moi comme coulis, comme valet, comme esclave. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ne rechignerai jamais à la tâche. Tu pourras me frapper à la tête. Tu pourras me bourrer de coups de pied. Tu pourras me pisser dessus. Je serai toujours content. Je serai toujours partant. Je te servirai à toute heure du jour et de la nuit. Ordonne et j'obéirai. Envoie-moi quelque part et j'irai. Dis-moi de faire quelque chose et je le ferai. Tu ne me crois pas? Vas-y, commande. Dis-moi d'aller voler pour toi. Dis-moi d'aller braquer une banque. Dis-moi de sauter par la fenêtre. Un mot de toi et je meurs sur le champ. Cette longue tirade n'eut d'autre effet que de la faire rire. Je vis se dessiner sur ses joues 2 adorables petites fossettes. J'étais bouleversée. Je tremblais de la tête aux pieds comme un oisillon sans sa mère. C'est insensé, s'esclaffa-t-elle. Comment peut-on aimer à ce point? Je serrais passionnément ses genoux dans mes bras. Je les baisais avec fougue. J'enfouis mon nez au plus profond de son entrejambe. Jasmine, mon amour, lui dis-je en haletant, je t'assure, un mot de toi et je saute par la fenêtre. Tu es vraiment prêt à faire tout ce que je veux? Oui, 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 oui. J'étais décidée. J'étais prêt à mourir si elle le souhaitait. Bien. Va porter ma valise dans la voiture. J'étais à l'agonie. Je me mordis les lèvres jusqu'au sang. Mais cette fois, l'ordre de ma femme était le plus fort. Je descendis sa valise et je traversai la cour. La voiture était garée devant le portail. Aveuglé par la lumière du soleil, je ne pus distinguer l'homme qui était assis au volant. Je fis le tour, ouvris le coffre arrière et mis la valise à l'intérieur. Puis je revins à la maison, montai l'escalier et m'affalai sur la vieille chaise pliante, les bras croisés, les yeux perdus dans le vide du grand ciel. J'avais les jambes molles d'une grenouille. J'étais dans l'attente d'un nouvel ordre.
texte fait partie d'un recueil qui s'appelle Génial et Génital, édité par les éditions du Grand Os. Vous pouvez le trouver à la sortie. Il a été écrit fin des années 60 par un auteur cambodgien et traduit par Christophe Maquet. Et donc, il y a 4 nouvelles dans le recueil. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. Bravo. Merci.